Madame, Monsieur, bonsoir. Des questions de santé au menu de votre émission ce soir. Il y a cette refonte du système de santé qui a fait la une de l'actualité en août dernier depuis l'annonce par le gouvernement de cette loi cadre 06-22 qui prévoit entre autres une bonne gouvernance, une gouvernance décentralisée, une meilleure valorisation de l'offre sanitaire et des ressources humaines. Puisqu'on parle de cet aspect de ressources humaines, a rappelé ce malheureux suicide du jeune médecin résident Dr Yassine Rachid Lerhmou, a mis justement sous les projecteurs les conditions difficiles des étudiants en médecine au Maroc. Une question à laquelle ici il faudra répondre. Donc de la formation à l'offre de soins, le chantier de la refonte du système de santé s'annonce plutôt prodigieux pour l'exécutif. Un travail de fond dont les résultats ne devraient être visibles que sur les moyens et long terme. Alors en attendant, des changements peuvent être apportés avec des résultats immédiats, notamment par exemple sur la politique nationale du médicament. Comment et surtout par qui? Élément de réponse ce soir en compagnie des principaux acteurs du secteur de la santé. Je commencerai par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir Hamza Gdira. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. En face, le secrétaire général du syndicat national de l'Ordre des pharmaciens du Maroc, Dr Abdelrahim Chab. Bonsoir et bienvenue à vous également sur ce plateau. Merci, je suis conseiller du conseil, je suis là pour représenter le Conseil national de l'Ordre des médecins. Je suis très ravi de votre invitation. Une émission tant convoitée par les Marocains, aussi bien au Maroc qu'à l'extérieur. J'espère qu'on va être à la hauteur de nos auditrices et auditeurs. Inch'Allah, qui ont beaucoup de questions, parce que l'émission, c'est une émission d'actualité, surtout c'est une émission de questions du citoyen auxquelles nous tentons de répondre. Abdelmjid Belaiche, toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques. Bienvenue à vous également. Merci, plaisir largement partagé et merci pour l'invitation. Alors messieurs, on va commencer par le fond du sujet. C'est bien sûr cette réforme du système de santé ou refonte du système de santé. Ce projet de loi cadre 06-22 annoncé donc pour, je cite, faciliter l'accès des citoyens aux services de santé et d'en améliorer la qualité, d'assurer une répartition égale et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est le préambule du projet de loi cadre présenté donc il y a à peine un peu plus d'un mois. Un commentaire, messieurs, sur ce projet de loi cadre qui se veut, qui se base sur 4 piliers: bonne gouvernance, valorisation des ressources humaines, mise à niveau de l'offre sanitaire et digitalisation. Hamza Gdira. Très bien. Comme vous savez, la pandémie a révélé la limite des systèmes de santé dans un certain nombre de pays de par le monde, même les pays développés. Et le Maroc, et Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a été au rendez-vous et donc il a donné des instructions pour une refonte de notre système de santé qui lui-même a atteint ses limites pendant la pandémie, malgré, je dis bien, une gestion assez bonne de cette période-là. Et donc le gouvernement a travaillé. Aujourd'hui, une loi 4, nous l'avons demandé en tant que coopérateur de ce système de santé pendant quand même un certain temps. Vous savez très bien que loi 4, il vous donne la vision sur 20-30 ans à venir. Et on en avait besoin. À partir de cette loi 4, qui a été adoptée en Conseil des ministres et qui aujourd'hui est au Parlement, j'espère qu'elle va passer lors de cette première session parlementaire. À travers cette loi, par la suite, on va certainement travailler sur les lois de chaque composante du système de santé afin de permettre à l'ensemble de ces composantes de travailler dans la complémentarité et dans la synergie en faveur du malade et en faveur du patient marocain. Très bien, mais alors justement, entre l'adoption de ce texte de loi et son opérationnalisation, quel est le chemin à parcourir ? Très bien. Alors, cette loi 4, elle est articulée autour de 4 axes. Premier axe, la gouvernance. Oui, notre système souffre d'une gouvernance limite et il faut passer à autre chose. Et donc la nouvelle gouvernance devrait être basée sur 2 principes. La décentralisation, la déconcentration. Parce que nous sommes... toutes les décisions sont prises au niveau de Rabat et aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça.
Donc, la valorisation des ressources humaines, aujourd'hui, nous avons un problème malheureusement un grand déficit de médecins. Nous sommes appelés à ouvrir davantage de facultés pour former les médecins. Et je pense que la décision du gouvernement a été très sage de réduire le nombre d'années de formation des médecins. Elle a créé quand même polémique, cette décision. Troisièmement, faire réagir les médecins troisièmement, bien sûr, une meilleure offre sanitaire pour les citoyens. Oui, il faut réorganiser, il faut faire des choix. Quel type de médecine nous souhaitons proposer aux citoyens marocains, aux malades marocains? Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, il tend davantage vers une médecine de famille. Et je pense que c'est très sage de la part du gouvernement, dans la mesure où nous avons des malades qui font le tour des spécialistes 4-5 fois pour la même pathologie. Alors et là, ça pose des problèmes pour les caisses de remboursement. Or, la question essentielle de ce système de généralisation d'assurance maladie obligatoire, c'est justement sa pérennité. Et donc, il va falloir, si vous permettez, qu'on entame tout ce qui est lié aux caisses, notamment même les prix des médicaments, pour qu'on puisse s'exprimer tous là-dessus. Alors, justement, vous avez parlé de l'offre sanitaire. Aujourd'hui, l'essentiel des soins sont du côté du secteur privé. Détrompez-moi, docteur Chab, selon les chiffres, on parle du 90% des soins qui sont procurés par le secteur privé et 10% par le secteur public. Est-ce que vous pensez que cette mise à niveau de l'offre sanitaire, ou comment cette mise à niveau de l'offre sanitaire peut-elle être opérée par le secteur privé? Parce qu'in fine, effectivement, même si on n'en parle pas assez, mais est-ce qu'il y a aussi une évaluation de la qualité de l'offre de soins dans le privé, avant qu'on parle du public? Alors, la mise à niveau de l'offre sanitaire, effectivement, il va falloir revoir toutes les structures et infrastructures pour pouvoir faire face à cette généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Il faut la refonte du système de santé passe par là. Il va falloir donc donner une meilleure offre pour les citoyens, pour que le citoyen marocain, quel que soit son niveau, quel que soit son niveau social, puisse avoir accès à des structures, à infrastructures sanitaires de base. Donc il va falloir mettre le terme de labellisation. Il faut labelliser les structures sanitaires pour qu'ils soient au niveau et pour que nous soyons compétitifs vis-à-vis des structures sanitaires étrangères. Il va falloir donc profiter du partenariat privé-public. C'est très important parce qu'il y a des compétences qui existent dans le privé qu'il va falloir utiliser dans le secteur public et réciproquement. Il faut d'abord penser au fameux parcours coordonné de soins dont on a beaucoup parlé et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et l'article 12 de la loi 06-22-4, la loi 4, parle de ce parcours coordonné de soins. Il est inconcevable actuellement que les familles marocaines n'aient pas un médecin conseil, n'aient pas un médecin de famille, un médecin généraliste qui puisse orienter les malades vers telle ou telle spécialité. Certes, une tollée, les médecins spécialistes ont boudé cette attitude en disant qu'il y a des spécialités qui doivent passer directement chez les spécialistes et non pas généralistes. Eh bien, le débat il est toujours ouvert au Parlement. Et avant-hier, rien qu'avant-hier, j'avais reçu une information comme quoi le ministère de la Santé va trouver une solution en disant que les maladies qui sont identifiables passeront directement chez le médecin spécialiste et les maladies non identifiables passeront directement chez le médecin généraliste. Mais là, ce n'est pas sûr, mais ce sont des informations qui sont parvenues il y a 48 heures. Je ne sais pas comment les choses vont s'arranger par la suite, mais en tous les cas, ce débat est ouvert au Parlement et on attend à ce que le Parlement puisse donc avoir une idée claire, une législation claire pour que tout le monde va retrouver son compte. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait une polémique entre les médecins généralistes et les spécialistes. Ce qui est admis, c'est que le passage coordonné des soins doit obligatoirement passer par le médecin de famille ou le médecin généraliste pour qu'il puisse donc orienter les patients vers telle ou telle spécialité. Mais en toute transparence. Pardon ? En toute transparence. Parce que ça risque, parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Si tel médecin a telle affinité avec un autre, une affinité avec tel autre médecin,
ce n'est plus basé sur les compétences Alors, du justement, médecin cité. Justement, la clé. C'est pour ça que quand vous avez dit la labellisation, ça m'a interpellée. Ouais. Quand vous parlez de labellisation de structures de soins, pourquoi on ne labellise pas et pourquoi on n'évalue pas aussi celui qui propose ces soins-là? Je parle de médecins. Je crois que je vous avais déjà posé la question lors d'une précédente émission. Bien sûr. De toute façon, voilà, il y a un chantier, ce chantier que Sa Majesté a lancé dans la généralisation de couverture médicale. Il y a actuellement des médecins privés qui ont mis le pognon de leur propre poche. Ils sont en train de construire des groupements de cliniques. Ce n'est pas une clinique. Il y a 3 grands groupes qui ont plus de 35 cliniques qui sont dotés d'une infrastructure extraordinaire et qui sont prêts à faire face à cette généralisation de l'assurance maladie. Parce que la demande va augmenter. Alors, la labellisation vers liée. Le privé. La labellisation dans le privé est liée. Elle y est déjà maintenant. Quelle est la base de cette labellisation? La base, Parce que, in fine, moi, je suis impatient, j'ai envie de savoir comment je vais réellement profiter de ces changements que vous avez évoqués. Voilà. Tout d'abord, quand on donne une autorisation pour ouvrir un cabinet, il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge qui doit être respecté. Il y a un label qui sera donné par une communauté. Pour les nouveaux cabinets. Pardon. Même des cabinets. Même ceux qui sont déjà installés. Même ceux qui sont c'est ça, en tout cas, le ministre de la Santé et de la Protection sociale l'a dit clairement. Il faut labelliser toutes les structures sanitaires, quelles que soient. Ce sont le privé Cliniques, cabinets. Les cabinets, les cliniques, tout ça. Bon, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'il y aura une évaluation des actes qui sont faits, médicaux qui sont faits aussi bien dans les cliniques que dans les cabinets médicaux, mais aussi des compétences et la formation médicale qui doit être suivie de très près pour que le citoyen marocain puisse trouver un accueil chaleureux, une prise en charge correcte avec les moyens les plus sophistiqués qui existent dans le monde. D'ailleurs, voilà, si on fait rentrer 22 millions de Marocains dans le panier de soins, avec les 11 qui existent déjà, ça fait 31 millions, eh bien, il va falloir faire face avec des moyens matériels et avec des infrastructures de qualité, sinon ça ne marchera pas. Mais je ne pense pas, parce que là, ce chantier va aboutir. Il reste 10% qui restent, déjà 90% vont vers le privé, donc ça ne risque pas de changer grand-chose finalement pour le secteur privé. Justement, le redressement, il y est là. Le ministère de la Santé, d'ailleurs, que je remercie de ce plateau, il a fait un travail colossal, énorme, depuis sa nomination en tête du ministère. Il a fait, il ne faut pas oublier que les milieux ruraux, il y a maintenant plus de 2000 structures sanitaires qui sont éparpillées chez à peu près 1000 communes rurales. Il y a 14 millions de Marocains qui bénéficient déjà du traitement de proximité à cause de ces... Il reste 2 régions, Draa, Tafilet, et une autre région qui n'ont pas encore bénéficié, mais toutes les infrastructures sont en train d'être mises en place. Et voilà, on n'a pas parlé du groupement sanitaire territorial, on n'en a pas parlé, mais l'État prévoit à ce qu'il y ait dans chaque région un groupement sanitaire dans lequel se trouvent aussi bien les dispensaires, les centres de santé, les hôpitaux préfectoraux, oui, les hôpitaux très jeunes. Si l'offre justement publique était de bonne qualité, je ne pense pas que 90%, je reprends ce chiffre parce que quand même il est colossal, je ne pense pas que 90% de l'AMO irait vers le privé. Donc en gros, c'est bien beau ce que vous dites. Après, effectivement, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir le ministère de la Santé avec nous. C'est bien beau, mais on connaît la réalité aussi de ces dispensaires et on sait que ces gens-là prennent beaucoup de peine à se déplacer vers les grandes villes pour se faire soigner par un médecin libéral privé. Nous allons revenir au reste des piliers de cette loi cadre, notamment la valorisation des ressources humaines et la bonne gouvernance. Mais avant, peut-être un commentaire, Abdelmjid Blaïch, vous en tant qu'expert en politique de santé et surtout de médicaments, comment bien piloter cette réforme à travers notamment cette loi cadre qui s'annonce des plus positives quand même pour le secteur? Sur le papier, c'est une loi extraordinaire, elle est très bien faite, il n'y a rien à dire. Mais non, il faut les décrets d'application, il faut un certain nombre de choses pour verrouiller tous les éléments pour qu'ils s'articulent bien. Comme on dit, le Satan se cache dans les détails. Si des choses ne sont pas bien faites au niveau des détails, eh bien, ça ne servira à rien. Ce sera une belle histoire qui passe comme l'histoire du Ramed qui a été un échec. Alors moi, je reviendrai vers 2 points. Le premier, le parcours de soins coordonné.
Pourquoi il est très important? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans une société où le taux d'analphabétisme est très élevé Oui. et où les gens ne savent même pas où aller chez le spécialiste. Quand nos patients disent « Tabib Dras » pour le psychiatre, le neuropsychiatre, le psychiatre, Le neurochirurgien. le neurochirurgien et même l'ORL. Tabib L'Adam, c'est pour le rhumatologue, le traumatologue, l'orthopédiste. Et donc, vous avez quelqu'un qui a une maladie rhumatismale qui va atterrir chez le traumatologue qui, lui, plutôt, c'est quelqu'un qui opère. Et tout ça, ça génère des coûts catastrophiques pour tout le monde, pour le patient et pour les organismes gestionnaires, etc. Donc, il est très important de verrouiller ce parcours de soins coordonnés. Je voudrais aller vers le deuxième point. C'est aujourd'hui, le secteur privé il capte 90% des ressources Des patients. oui, enfin, et les ressources de l'assurance maladie. Maladie de l'amour, absolument. Et voilà, donc c'est très équilibré. Effectivement, il risque Très déséquilibré, vous d'aggraver voulez un dire. déséquilibre en faveur du secteur public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un gros travail à faire au niveau des hôpitaux et de la santé publique pour faire retrouver une confiance qui a été perdue sur des décennies pour les raisons que nous savons. Et vous rappelez, dans une émission qu'on a fait ici, professeur Fakher avait bien dit qu'on doit trouver de nouvelles missions pour les hôpitaux. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent en train de faire la même chose que les cliniques, mais qu'on leur donne de nouvelles missions. Qu'il y ait cette compétition entre le secteur privé et public. Oui, avec une autre valeur ajoutée sur un certain nombre de choses. Il faut y réfléchir, mais sinon... ça permettra même au secteur privé d'améliorer son offre. Bien sûr, bien sûr. Non ? Et il faut qu'il y ait... Qu'est-ce que vous pensez sur cela ? Est-ce qu'ils peuvent être complémentaires ou compétitifs ou en compétition, pardon, entre privé et public? Ils doivent être complémentaires et compétitifs, parce que la compétition améliore, pousse les gens à aller plus haut, et en complémentaire, parce qu'effectivement... Mais par contre, il ne faut pas qu'on retombe dans le système du RAMED, où celui qui a la mot, il a le choix du médecin, du pharmacien et tout, et celui qui a le RAMED, on va le diriger vers un hôpital, il y va, le scanner il est en panne, les rendez-vous sont à 6 mois, voire même plus. Ça, il ne faut pas retomber dans une santé à deux vitesses. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait une haute autorité de la santé va permettre à ce qu'on évite les erreurs du passé? Et aussi, comment, avec une haute autorité de la santé, messieurs, on peut envisager tout simplement d'être dans ces piliers-là du projet de loi cadre, notamment cette question très importante de la décentralisation? Comment avoir le mix entre les deux? Hamza Gdira. Je voudrais juste ajouter quelque chose à la discussion. Il ne faut pas oublier que les 11 millions de ramédistes étaient dans l'obligation d'aller vers les structures étatiques avant cette loi. Aujourd'hui, ces ramédistes ont été transférés à la CNSS et aujourd'hui, ils ont le choix d'aller là où ils veulent. Ils peuvent aller même chez le privé s'ils en ont envie, et c'est une correction d'une injustice parce que nous n'avons pas un Maroc avec deux vitesses, nous avons un seul Maroc. Maintenant, en théorie. Maintenant, pour ce qui est de la haute autorité, c'est certain qu'aujourd'hui, un des axes principaux de cette loi 06-22, c'est justement la décentralisation. La décentralisation et la réorganisation. Donc on va réorganiser tout le système au niveau régional, et donc il va y avoir une relation bien définie à partir du centre de santé jusqu'au CHU. Problème, ça demandera du temps parce qu'il y a un déficit en matière de ressources humaines, il y a un déficit en matière de médecins. Bon, tout ça va se faire peu à peu. Et puis, oui, il faut que le privé et le public travaillent dans la synergie, dans la complémentarité et pourquoi pas dans la compétition, comme ce que dit mon ami c'est Blaïch.
nos citoyens, nos patients méritent mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de maturité collective pour qu'on aille vers cet objectif-là. Est-ce que vous pensez, quand vous dites cette maturité collective, vous pensez que les acteurs du secteur s'approprient déjà ce projet de loi cadre? C'est certain, ils n'ont pas le choix. C'est un excellent projet de loi cadre. On le demandait, on a sollicité à maintes reprises les différents gouvernements pour avoir une loi cadre, pour avoir de la visibilité. On va parler tout à l'heure de l'industrie pharmaceutique. Nous y arrivons. On va parler tout à l'heure pour vous dire combien on a besoin de cette visibilité sur les 20-30 ans à venir. Très bien. Oui, alors déjà, sur cette question de décentralisation, peut-être je vous fais réagir, Abdelmejid Blaïch, décentralisation, haute autorité de la santé, comment mixer entre les deux, oui. D'une autorité centrale et porter ce rôle des régions. Oui. Alors, cette haute autorité de santé est une très bonne chose parce qu'elle va permettre les continuités des politiques publiques en matière de santé sur des décennies et non pas sur un simple mandat. Le ministre arrive, il fait sa politique, il part et on revient au point zéro chaque fois. Et donc, il n'y a pas de capitalisation d'expérience. Et voilà. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est que cette autorité de santé, c'est un collège d'experts et de scientifiques. Donc, les décisions prises le sont principalement sur des bases scientifiques plus que sur des choix uniquement politiques. Donc ça, c'est très important. Ces agences qu'on décentralise, c'est une très bonne chose, que ce soit les agences régionales de développement de la santé au niveau de chaque région ou l'agence du médicament, l'agence du sang et tout ça. Tout ça, c'est une très bonne chose. Mais non, comme j'ai dit, il faut que ça soit verrouillé au niveau du détail pour que... Non, mais les détails se cachent justement dans le contexte de chaque région et de chaque sous-région. Oui. Parce que les régions n'ont pas forcément les mêmes types de pathologies, n'ont pas les mêmes conditions socio-économiques, etc. Et donc, effectivement, il faut qu'il y ait de la réflexion au niveau de chaque région pour faire une offre de santé qui est adaptée dans chaque région. Très bien. Il y a qui n'est pas des moindres, cet aspect qui n'est pas des moindres, celui de la ressource humaine. Beaucoup d'objectifs. Former 3300 nouveaux médecins par an, c'est quand même important. On connaît la réalité aujourd'hui des facultés de médecine. Pourquoi ce malaise aujourd'hui? Comment améliorer cela? Pourquoi ce malaise, docteur Chab? Voilà. Alors, j'aimerais bien faire un petit récapitulatif concernant donc, les piliers. On en a parlé sur 2 piliers, les 2 autres, on n'en a pas parlé. Nous y sommes, justement. La valorisation des ressources humaines. Voilà. Et ça commence à l'école. Voilà. Enfin, c'est un pilier. À la fac de médecine. Mais le premier, dont on en a déjà parlé, c'est la gouvernance, quoiqu'on n'a pas détaillé assez la gouvernance. Nous y arrivons, on n'est pas obligé de suivre le... Et il y a la ressource humaine. Voilà, on va revenir aux ressources humaines. Communiqué du gouvernement. Nous avons à peu près 300 000 médecins au Maroc. Il y a 15 000 médecins dans le privé, 12 000 dans le secteur public. Il y a à peu près 1 000 dans le secteur militaire. 33 000 ou 300 000 Pardon? 30 000 ou 300 000? Nous avons 30 000. 300 000. 300 000. Non, pardon, 30 000. Nous avons 30 000, voilà. Parce que vous avez dit 300 000, j'étais vraiment... C'est un rêve. J'ai rectifié, les 30 000. Le taux est 30 000, d'accord. Alors, l'Organisation mondiale de santé prévoit 28 médecins pour 10 000 habitants. Oui. Nous, au Maroc, on a 9 médecins pour 10 000 habitants. Nous avons une pénurie de médecins. Et il n'y a pas que des médecins, il y a aussi des infirmiers, parce que le couple infirmier-médecin vont de parallèle. On parle beaucoup de déficit au niveau du secteur médical, mais les infirmiers sont aussi importants. C'est cela. C'est très, très, très important. Nous avons à peu près, selon les statistiques, 0,92 médecins infirmiers ou infirmières pour 1000 habitants. Public, privé confondu. Pardon. Oui. Et en France, il y en a 10 pour 1000 et en Norvège, 17. Vous voyez, alors on a un déficit énorme, aussi bien dans le secteur médical, des médecins, et les infirmiers et les infirmières. Et pourquoi? Parce que le gouvernement marocain n'a pas prévu de mesures incitatives pour pouvoir laisser les médecins travailler au Maroc. Vous savez, il y a des départs chaque année de 600 médecins au Maroc. Nous avons 7000 médecins marocains qui opèrent à l'étranger.
Ils partent parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives, il n'y a pas de quoi les... Mais C'est heureusement... quoi, de quoi vous parlez là, de mesures incitatives pendant qu'ils sont en formation? Ah non, je parle des médecins qui sont déjà formés, et il y en a même des médecins qui partent, on les prend dans les facultés en train de faire des études. Non, je sais, ils partent à la 4e année ou 3e année, alors partent qu'ils à la doivent 4e. refaire même une année. Voilà. Ça ne les dérange pas. Voilà. Parce que, est-ce que vous pensez que c'est une question simplement d'incitation? Non, bien sûr, parce que je connais très bien, je suis du domaine, je sais comment ça se passe. Donc, On suit des affaires aussi qui montrent un malaise de ces étudiants médecins, Dr Cheb. Avant de parler d'incitation, Il y a nous les allons y conditions venir. de travail. C'est les conditions déjà Je vais de y formation venir. et puis de travail. Avant de parler Je vais y d'incitation. revenir. Mais c'était ça ma question. Voilà. Pourquoi ce malaise? Quelles sont les pistes d'amélioration pour nos étudiants en médecine pour qu'ils ne partent pas continuer leurs études? Voilà, je continue. Parce que la plupart des médecins partent parce qu'ils disent on va faire un bac plus 7, maintenant c'est bac plus 6, et en fin de compte, on va sortir avec un salaire qui ne correspond pas au nombre d'études. Alors, heureusement, le gouvernement s'est rattrapé en appliquant l'indice 509 et qui a augmenté le salaire à 4 000, et c'est déjà pas mal. Et mieux que cela, maintenant, ils vont permettre aux médecins du secteur public de partir d'une région à l'autre sans aucune restriction. Il peut aller opérer dans une région X ou Y. Il peut aller faire des consultations et par conséquent, il va avoir arrondir le mois convenablement comme les médecins qui se trouvent à l'étranger. Donc, de ce point de vue, le gouvernement a fait son travail pour essayer de scotcher justement les médecins au Maroc. Vous êtes très satisfait en tant que conseil de l'ordre des médecins de l'action gouvernementale, Dr Cheb? Oui, absolument. Parce qu'il n'y a pas autre solution. Il faut inciter les médecins à rester au Maroc. Parce que maintenant, c'est tant mieux, hein, c'est tant mieux que le Conseil de l'ordre soit ou accorde ses violons avec l'exécutif. C'est une bonne chose. Bien sûr. Oui. On travaille d'une manière parallèle avec le ministère de la Santé, avec les syndicats des médecins du secteur public. On travaille ensemble et on s'entend les uns et les autres. Très bien. Il y a ce problème. Non, de toute façon, les mesures incitatives elles sont là. Le gouvernement a fait son travail pour que le médecin marocain reste au Maroc, pas partir à l'extérieur. Restent maintenant les structures, les infrastructures qui sont en train d'être déployées à travers tout le Maroc en créant le groupement sanitaire territoriaux et qui vont donc être qui seront faits de dispensaires, de centres de santé, des CHU, des hôpitaux publics, des hôpitaux prévention, tout en sachant qu'il y a un travail colossal qui fait que les CHU vont rester pour faire tout ce qui est scientifique et formation médicale, alors que toutes les autres pathologies peuvent être traitées localement et régionalement. Et de toute façon, c'est la seule manière de pouvoir décoller et avoir un bon système. Contrairement au Conseil national de l'ordre des médecins, messieurs, parce que cette question de la valorisation de la ressource humaine, elle fait partie de ce grand concept qu'est la gouvernance, la bonne gouvernance, c'est pour cela que je l'ai laissé pour la fin. Mais contrairement au Conseil, il y a eu des représentants d'étudiants en médecine qui ont fait des sit-ins et des manifestations pour dénoncer leurs, tout simplement, conditions de travail, le manque de matériel, tout simplement, ça ne leur donne pas trop le choix non plus pour rester et pratiquer au Maroc. Peut-être, Hamza Gdila, vous vouliez réagir sur cela et sur la condition des étudiants en médecine et du médecin après qui va dans le public. Comme nous sommes en train de parler d'un des piliers de cette loi cadre, en l'occurrence la valorisation des ressources humaines, je souhaiterais dire que pendant la pandémie, 12 000 pharmaciens étaient dans leur pharmacie 24 sur 24 lorsque toutes les rues du pays étaient vides. Notre industrie travaillait 24 sur 24 et nos réseaux de distribution aussi. C'est pour cela que je souhaite lancer cet appel au gouvernement et à notre ministère de tutelle pour s'occuper un peu plus davantage dans cette loi cadre du secteur pharmaceutique. 12 000 pharmacies, c'est un excellent espace de santé, surtout vu le déficit qu'il y a en médecins. Et il faut préserver les 12 000 pharmacies, que ce soit dans le rural, dans les quartiers ou dans les points reculés, parce que la population en a besoin. Je reviens à votre question au sujet des étudiants. On avait commis une grave erreur
il y a quelques années, c'est qu'on avait, on avait permis à des professeurs de renommée de quitter le secteur public pour aller vers le privé et donc de quitter nos facultés et de quitter leur mission, leur noble mission qui était d'encadrer les étudiants dans les facultés de médecine. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir de complexe. Je parle des pouvoirs publics. Ces professeurs sont disposés à revenir, pas en tant que fonctionnaires, mais ils sont disposés à revenir pour donner un coup de main, parce qu'il s'agit d'une problématique nationale, et devant les problématiques nationales, tout le monde doit être mobilisé pour dépasser la problématique. Et donc, à mon sens, il faut on devrait imposer faire appel aux médecins du privé de Oui, de il faut donner faire des cours. appel aux grands professeurs qui étaient partis vers le privé de revenir donner un coup de main en matière de formation. Et non pas être dans les hôpitaux, dans les services. Mais pour ce qui est des... Parce que vous savez très bien que certaines facultés ne trouvent pas de professeurs pour faire des TP et des TD pour les étudiants. Et je connais quelque chose. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant un grand défi, un besoin énorme en médecins. En dehors de ça, il faut motiver, et là je rejoins mon ami docteur, pour motiver les médecins qui sont là. Ce n'est pas normal qu'un médecin, Bac plus 7, avec 10 ans d'ancienneté, 15 ans d'ancienneté, et il est autour de 9 000 ou 10 000 dirhams par mois. Et j'en connais. Ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui ont fait un effort colossal pour être à ce niveau-là, qu'ils soient médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes. Et heureusement, dernièrement, il y a eu une prise de décision pour revoir un petit peu leur situation s'améliorer. Mais bon, je pense qu'il faut aller au-delà. Très bien. Il y a aussi des revendications des médecins libéraux pour une nouvelle tarification, un nouveau cadre fiscal. Docteur Cheb. Il faut que le citoyen ne paie pas beaucoup. Donc, il faut que la tarification nationale de référence, sur la base de laquelle il va être remboursé. Maintenant, vous savez, la tarification nationale de référence n'a pas été révisée depuis 2006. Elle est à 90 dirhams de consultation pour les généralistes et 150 dirhams pour les spécialistes. Vous trouvez que c'est normal? Même le ministre de la Santé, il a été hors de lui en disant que c'est obsolète. Et personne, d'ailleurs, tous les médecins du Maroc ne respectent pas cette tarification nationale. Donc, ce que nous demandons, à ce que le patient ne puisse pas souffrir et payer plus de 50% de sa poche pour des frais médicaux. Voilà ce qu'on demande. Maintenant, c'est à l'État de décider la tarification nationale de référence. Nous, on va suivre. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit raisonnable. Et moi, je dis ça au ministre de la Santé qui va décider très très bientôt. Là, d'ailleurs, elle rentre dans la loi 06-22 qui est en train d'être discutée maintenant au Parlement. La tarification, elle est en train d'être discutée actuellement. Il n'est pas encore décidé. Oui, bien sûr. Et Voilà. ça va venir, et notamment avec cette rentrée parlementaire. Ce qui nous amène à cette bonne gouvernance. Ah, voilà. Voilà. Donc, on va... Parce que, si vous voulez, avant de parler de la digitalisation, je crois qu'on va clore le débat avec la digitalisation, parce qu'il y a des priorités avant. Quand on parle de bonne gouvernance, en fait, ça réunit tout cela. La bonne gouvernance pour les ressources humaines, la bonne gouvernance pour mettre à niveau l'offre sanitaire, la bonne gouvernance aussi, tout simplement pour s'assurer que cette tarification de référence soit respectée, pour que la qualité des soins qui sont prodigués est également respectée. Donc, en gros, moi, la question que je me pose et que je vous pose, messieurs, aujourd'hui, quand on dit bonne gouvernance, que signifie cela concrètement de par le domaine d'activité de chacun d'entre vous? Cela vous fait sourire, docteur Cheb, parce que c'est un slogan qui ressort dans plein de stratégies et de plans quinquennaux ou de réformes ou refontes dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'une bonne gouvernance pour le système de santé dans notre pays et comment assurer enfin une bonne gouvernance pour quelque chose de vital pour le citoyen marocain? C'est quand même de sa vie dont on parle. Oui, tout à fait. Je vais commencer par un vieux proverbe qui dit « La bonne gouvernance, elle est synonyme de la transparence, de la participation, de la responsabilité et du respect du droit. Voilà la vraie gouvernance. La gouvernance telle qu'elle a été... Sur le terrain, concrètement, à part les citations et proverbes, vraiment, dans la loi j'en ai besoin. 06-22, C'est pour ça que j'ai laissé ça pour la Dans fin. la loi 06-22, elle a été divisée en 3 niveaux. Un niveau stratégique, dans lequel on va retrouver la haute autorité sanitaire, la création de l'Agence nationale des médicaments et des dérivés, la création de l'Agence nationale de sang et ses dérivés. Il y a un niveau 2, c'est le cockpit,
C'est le cerveau qui va piloter le système de politique à travers toutes les régions du Maroc et même à l'échelon national. Il y a du niveau 3, c'est le niveau territorial, c'est-à-dire qu'on a créé des groupements territoriaux, on vient de le dire tout à l'heure, dans toutes les régions du Maroc, dans lesquels vont se retrouver les établissements sanitaires qui vont être de proximité et qui vont faire face à la demande des citoyens, aussi bien en ce qui concerne les médicaments, les soins de proximité, le don de sang, etc. Donc ça, c'est la gouvernance telle qu'il a été dite dans la loi 06. Et telle que vous la concevez. Là, vous venez effectivement de énumérer, pas rémunérer, lapsus révélateur, d'énumérer ce que dit cette loi cadre. Moi, ce que je vous pose en tant que professionnel, que représentant du Conseil national de l'ordre des médecins, c'est comment voyez-vous, vous en tant que professionnel, une bonne gouvernance dans un parcours de soins normal? C'est-à-dire que moi, je vous pose la question en tant que citoyen lambda, sans parler de stratégique ni de ce qui est dans le régional ou le central ou la haute autorité. Tout simplement, voilà. On est en train de discuter une loi 4. La loi 4, elle n'est pas encore ficelée. Il y a l'ossature de cette loi 4. Le fait d'avoir une loi cadre va peut-être, selon vous, assurer plus de transparence et donc là, une bonne gouvernance? Absolument. Très bien. Je vous pose la même question, Hamza Gdira. Oui, la bonne gouvernance, c'est le respect de la loi. Je m'explique. Et je vais parler de cas concrets. La bonne gouvernance, c'est lorsqu'on achète un scanner dans un hôpital, il faut qu'il soit opérationnel. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui partent dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de scanner. Enfin, vous attendez 5 mois, vous attendez 6 mois et ainsi de suite. Ça, c'est de la bonne gouvernance, de la part d'un responsable, un directeur d'hôpital. La bonne gouvernance, c'est lorsque un patient qui vient vous dire « c'est pas normal, moi je paye de ma poche 1000 dirhams et on me rembourse 300 dirhams ». Ça, c'est de la mauvaise gouvernance, je regrette. Et ce sont des questions occultes. Les gens ne veulent pas trop parler de ça. Or, on est dans l'obligation d'être transparent avec les Marocains. Terminer l'opacité des discours. La bonne gouvernance, c'est ça. Et ainsi de suite. Très bien. C'est-à-dire que chacun doit faire son travail selon ce qu'impose la loi, quelle que soit sa position. Qui est garant de cette loi, de l'application de cette loi? Qui est garant? C'est la haute autorité de la santé? Ce sont les pouvoirs publics. Oui, mais c'est les pouvoirs publics. La haute autorité, oui. Oui, mais les pouvoirs publics n'ont pas assuré cette bonne gouvernance, cette transparence dont vous parlez jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de s'améliorer, nous sommes en train d'avancer. On l'espère. Voilà, et on va davantage en tout cas, le cadre juridique est là, déjà. En tout cas, le citoyen, aujourd'hui, il ne se tait plus. Hein. Lorsqu'il fait l'objet d'une maladresse de la part de quelqu'un, il sort juste au tournant, il filme une vidéo et il la met dans les réseaux sociaux. Oui, mais pour quel résultat? On a intérêt quand même à s'améliorer en matière de gouvernance. Très bien. Mais c'est ça, c'est ce slogan-là dont je parle vraiment, Sigdira. Abdelmjid Belaïch, je vous fais réagir, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. D'abord sur cette gouvernance, et puis surtout de ce stock national stratégique des médicaments. Parce que puisqu'on parle de gouvernance, il y a d'énormes failles dans la gestion des médicaments dans notre pays, notamment des stocks. Alors pour parler gouvernance, je pense qu'on ne peut pas parler de gouvernance si déjà il n'y a pas un cap bien tracé et des objectifs tracés. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut et à quel délai, premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une évaluation pour savoir à chaque étape est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous prenez des médecins dans différentes régions ou même dans le même hôpital, il y a quelqu'un qui ne fait rien et à côté, il y a quelqu'un qui se tue au travail. Ça, c'est des problèmes de... Il faut vraiment là que les deux ne soient pas rémunérés de la même manière et donc ça suppose des objectifs et une évaluation. S'il n'y a pas d'évaluation, on ne peut pas parler de gouvernance parce que malheureusement, le terme est galvaudé, effectivement, utilisé par tout le monde, y compris ceux qui contribuent à la mauvaise gouvernance. Mais qui va évaluer? Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous dites que c'est le ministère, mais on ne peut pas être juge et parti. Le ministère ne va pas s'auto-évaluer. Et il faut mettre en place des structures dédiées à l'évaluation. Mais qui concrètement, vraiment, pour qu'on comprenne, pour les citoyens qui nous regardent, comprennent aussi comment
et qui sera à même d'avoir cette autorité pour évaluer le secteur privé et aussi le secteur public? Le secteur privé ne pose pas tellement de problèmes parce que de fait, il y a le résultat et c'est un résultat non, en termes de rémunération. Parce qu'on n'a pas le choix. On va vers le privé parce qu'on n'a pas trop le choix. D'accord, mais le problème se pose surtout au niveau du secteur hospitalier où vous avez des hôpitaux vides, etc. De l'autre côté, il y a des motivations qui font que les médecins travaillent même plus. Ce n'est pas un problème, ça. Alors, pour revenir au deuxième point. Le médicament. Les stocks stratégiques. Aujourd'hui, on parle de passer d'un stock de 3 mois à un stock d'une année, 12 mois. Sachant que par le passé, il y avait énormément de problèmes au niveau des stocks qui se traduisent soit par des ruptures et le manque de certains médicaments, soit par des surstockages au niveau, et on parle de la structure de marché du ministère de la Santé, où des milliards dépensés aux médicaments qui étaient là en train de périmer, qui n'arrivent jamais aux patients, etc. Je pense qu'il y a suffisamment de rapports de la Cour des comptes à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, quand on parle du passage à 12 mois, ce n'est pas pour tous les médicaments, c'est pour une certaine catégorie de médicaments, principalement des médicaments essentiels, surtout utilisés dans les secteurs hospitaliers, où une rupture est vraiment catastrophique, parce que c'est des situations d'urgence, de réanimation, et certains médicaments qui s'adressent à des pathologies chroniques. Sinon, pour le reste des médicaments, il n'y a pas de problème. Il y a une consommation importante, et surtout, il y a des génériques. Quand il y a un médicament en rupture, le générique prend le relais. Encore faut-il qu'il soit prescrit. À peine 40% des médicaments prescrits sont des médicaments génériques. Alors, je vais par revenir les sur médecins. ce point. Pourquoi il est boudé, le générique, dans notre pays? Je vais poser la question à Sibleich et je vais vous poser la même question. Vous êtes, pas à vous tous, parce que cela vous concerne tous. Alors, oui, Sibleich. Le médicament, je ne dirais pas qu'il est boudé, mais qu'il est dénigré. Il est dénigré. Mais dans la réalité, aujourd'hui, ce chiffre de 40 et quelques %, en réalité, si on enlève les non-médicaments, les compléments alimentaires, etc., on retombe à un chiffre aux alentours de 50 %. C'est-à-dire une boîte sur deux est un générique. Or, ces boîtes, ils viennent d'où? Ils viennent de la prescription, parce qu'on ne va pas les retrouver dans les médicaments conseils qui ne représentent pas grand-chose. On va les retrouver dans la cardiologie, dans la psychiatrie, dans beaucoup de domaines où c'est de la prescription. Et donc, parfois, même quand certains médecins critiquent et dénigrent le générique, il oublie qu'ils le prescrivent tous les jours et qu'une boîte sur deux. Voilà. Donc il n'y a pas réellement, le générique n'est pas boudé, il est dénigré. Et le dénigrement Pourtant, vient du fait... le prix du générique est beaucoup moins cher que... Oui. Et pourquoi il est beaucoup moins cher? D'abord parce que la loi fait que quand vous venez en tant que générique, dans l'ancienne loi, c'était moins 30% pour le premier générique et puis moins 5% pour chacun des génériques qui suivent. Mais non, c'est un autre mode de calcul. Mais dans tous les cas, vous apportez un générique, vous devez obligatoirement avoir un différentiel de prix. Sinon, quelle est votre raison d'être? Ça ne sert à rien. Vous ne devez même pas... Exactement. C'est pas multiplié. Très bien. Donc ça, c'est très important. Effectivement, un prix insuffisant ou bas peut donner l'impression que c'est des produits de mauvaise qualité. Or, ces médicaments ont prouvé sur des décennies leur qualité. La preuve, dans certains segments de marché, ils font du 80% des sous-classes. Oui. Je voudrais, avant de terminer, vous faire réagir, Hamza Gdira, sur cette question de médicaments génériques et aussi sur les prix publics de vente. Tout à fait. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon ami Sibleich. Je sollicite les autorités de notre ministère de Santé à adopter la liste des médicaments essentiels dressée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas procédé à une mise à jour de cette liste. Pour ce qui est des génériques, il est clair que nous sommes un pays qui doit davantage encourager la pénétration des génériques
c'est pas normal qu'on soit à ce genre de chiffres évoqués maintenant par Sibleish. Et les pays qui ont cherché à promouvoir le générique, ils ont adopté le droit de substitution aux pharmaciens d'officine. Ça crée le débat hein, entre vous, pharmaciens, et les médecins. Et je vous parle des pays, la majorité écrasante des pays dans le monde ont accordé ce droit de substitution justement pour pouvoir pousser davantage les génériques. Mais qui doit prendre ce droit de substitution? Et vous savez très bien que la pérennité du système de santé, de cette généralisation d'assurance maladie obligatoire, dépendrait d'une meilleure pénétration du générique et d'un coût du médicament au niveau de la facture des soins moindre que ce qui existe. Et c'est pour cela que j'appelle... Alors, juste pour qu'on explique aux téléspectateurs, quand vous appelez les autorités à ce droit de substitution pour les pharmaciens, est-ce que vous vous substituez un peu aux médecins aussi? Comment? Est-ce que le pharmacien se substitue aux médecins à travers cela? Non, pas du tout. C'est le droit de substitution est le suivant. Lorsque vous avez un patient qui arrive dans votre pharmacie, sur l'ordonnance marqué un médicament, ce médicament est en rupture, le pharmacien, il peut le changer par une copie. Comme si vous avez votre carte nationale et vous faites une photocopie. C'est exactement la même chose. Et nous avons des génériques de très haute qualité au Maroc. Vous savez très bien que nous sommes dans la qualité pour l'Europe. Nous sommes classés zone qualité, zone Europe en matière de qualité. Et donc, il n'y a strictement rien à craindre. Le générique, c'est un médicament comme la molécule d'origine. Comme le médicament d'origine, le droit de substitution, nous avons pris beaucoup de retard. Il est temps de le mettre en place. Et bien entendu, en faisant participer nos confrères médecins pour que les choses marchent dans les meilleures conditions et se mettent en place dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Hamza Gdira, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Maroc, Dr Abdrahim Chab du Conseil national de l'Ordre des médecins et Abdelmjid Blaïch. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.